Les Rois du Sofa, saison 2. On est de retour! Ils nous ont pas mis dehors. Non, pas encore! Hey, JC, bon début de saison. Ben oui, à toi aussi. Merci. Et on reçoit comme premier invité l'auteur de ce livre, Angut. Luc Gélina. Oh oui, notre collègue. D'ailleurs, avec toi, pour recevoir Luc Gélina, il va y avoir Mathieu Bédard, parce que Mathieu Bédard devient le remplaçant officiel du sofa, l'autre roi du sofa dans l'ombre. Fait que si on se cogne un orteil sur le bord du sofa puis on peut pas rentrer travailler, c'est Mathieu Bédard qui va être là. Quand on est trop fatigué. Mais comment ça fait que t'es pas là, toi? Ben, j'étais en vacances. Réaction exagérée, deuxième saison, même passion pour Michel. Les Canadiens! Hey, c'est le fun. Hein? C'est de plus en plus le fun aussi. Oui! Ah oui, ça va être excitant à regarder la saison cette année. Ouais. Ce l'était l'année passée, mais il y a eu une blessure qui a rendu ça un peu moins excitant. Ouais, mais au début de saison, l'année passée, on était comme tout. Ah ben là, on peut savoir de quoi de le fun. Tu sais, Ouais. quand Patrick Laine s'est blessé, puis il est revenu, puis là, vers la fin de l'année, c'était de plus en plus le fun. Ouais. La course aux séries, on fait les séries, là, c'était la folie totale. Puis Patrick Laine, en fin de saison, l'année passée, allait moins bien, ça allait moyen. Mais ma réaction exagérée, c'est que je suis convaincu que Patrick Laine va avoir la meilleure saison de sa carrière cette saison. Wow! Ouais, convaincu. Ah ouais? Pour trois raisons. Première raison, il a passé l'été à Montréal, puis on le connaît pas personnellement, personne ici, mais il avait l'air bien dans sa peau, bien dans sa tête. Il avait l'air heureux. Il avait l'air à, tu sais, faire partie du groupe, puis pas juste du groupe des Canadiens, du groupe de la ville de Montréal, de la province de Québec. Il avait l'air de faire partie de quelque chose de plus grand, puis je pense que juste ça, il est dans un bon état d'esprit. OK. En tout cas, juste ça devrait l'aider cette saison. Deuxième raison, Numéro 2. numéro 2, il va jouer avec Ivan Demidov. Ça aide. Parce que l'année passée, on dirait que c'est il y a 50 000 ans, je me rappelle même plus avec qui il jouait sur le deuxième trio. Ben, il y a Dak qui s'est blessé rapidement. Ouais, mais à la fin de la saison, il jouait avec Newhook, je pense. C'est vague dans ma tête. Ouais. Tu sais, ça a Ben, tellement à la fin de la rien- saison, il jouait quasiment sur le quatrième trio aussi. Ouais, c'est vrai. Il Mais- joue plus sur le deuxième. Ouais. Mais là, cette année, il va jouer avec Demidov. Ouais. Puis on l'a vu d'un match pré-saison, la passe de Demidov, Ouais. cross Il y a une crease. certaine chimie qui s'installe. Ben, avec Demidov, je pense que même moi, j'aurais une chimie. Là. Même la palette à la glace, il va faire un but avec mon bâton. Là. Ça va dévier sur mon bâton. Fait que ça, c'est la deuxième raison. Puis la troisième raison, c'est que... Raison 3. 3, c'est que c'est sa dernière année de contrat. Faut qu'il en signe un autre. Fait que là, en plus de tout ça, en plus d'être bien, en plus de jouer avec un jeune prodige, faut qu'il produise s'il veut continuer à garder sa job dans la Ligue nationale puis avoir un autre contrat. Fait que c'est une motivation supplémentaire. Fait que tout ça ensemble, d'après moi, fait que Patrick Laine va avoir la meilleure saison de sa carrière. Et la meilleure saison de sa carrière, c'est sa deuxième. Ouais. 44 buts, 26 passes, 70 points. C'est cool, ça. Fait que 40 buts, moi, je pense que c'est atteignable. Ça se peut pour Patrick Laine. 30 passes, c'est atteignable avec Demidov sur le même trio. Fait que 70 points, ça se peut pour Patrick Laine. 40 buts. Ça va dépendre de deux choses. Moi, deux choses. OK. Première, il a été hypothéqué par les blessures énormément, Patrick Laine. Surtout une blessure à un genou. Déjà que c'est pas un marchand de vitesse, est-ce que ça va être un petit peu plus difficile? Et 2, l'avantage numérique. Est-ce qu'il va être sur la première vague de l'avantage numérique? Parce que là, il commence à avoir beaucoup de monde. Là. Il y a du trafic sur l'avantage numérique, chose qu'on ne disait pas il y a de cela un an à peine là, chez les Canadiens. Puis on l'a vu en match pré-saison, il était sur le deuxième avantage numérique parce qu'il y avait Bolduc dans le centre qui avait eu du succès l'année passée à Saint-Louis. Là. Fait que ça, j'avoue... Fait que tu sais, ça prendrait du temps en avantage numérique, la première vague du moins, pour avoir une bonne saison. Je suis quand même optimiste, mais Ouais, on comprend ce que t'es. Ouais. Je suis quand même optimiste pour ça, mais je me garde une réserve parce que j'ai l'impression que les blessures, surtout sa blessure à un genou, l'a hypothéqué. Ben, moi, je pense que 70 points, c'est atteignable pour Patrick Laine cette année. Surtout s'il veut signer un autre contrat à 7, 8, Wow, 6. Ben, s'il fait 70 points. Oui, OK. ça que ça moi, vaut. je prévois ma réaction exagérée, c'est pas ça, mais une C'est quoi? prédiction exagérée. C'est Je quoi? pense que son prochain contrat, c'est genre 5 millions par année. Ça va dépendre de cette année. Ouais. Ça va dépendre de cette année. Mais c'est ça ta réaction exagérée? Non, pas du tout. Moi, C'est quoi? c'est les Blackhawks de Chicago. Mais surtout, je me tourne vers Connor Bedard et les Blackhawks. Parce que selon moi,
les Blackhawks sont en train de ruiner le début de carrière de Connor Bedard et d'aplomb, là, à part de ça. Là. Connor Bedard pourrait avoir un début de carrière incroyable s'il avait été dans n'importe quelle autre équipe que les Blackhawks. C'est plate de même, mais tu le mets avec les Sharks de San Jose. T'sais, on va voir Michael Misa, là, il risque d'être dans un meilleur système de développement avec des meilleurs joueurs autour de lui, Will Smith. Hey, les Blackhawks, ils ont personne, mais personne autour de Connor Bedard. Là. Ils ont tout détruit en disant on va bâtir à partir de Connor Bedard, mais avec rien autour. Mais ils ont décidé de bâtir rien autour. Puis, tu sais, t'as mentionné Demidov. Ils auraient pu le repêcher, Demidov. Ils ont pris Artyom Levchunov. Ça se peut que ce soit un bon joueur de la Ligue nationale dans 3-4 ans, mais à date, c'est pas ça pantoute. Là, ils ont repêché 3 fois en première ronde dans le dernier repêchage, mais 2 choix tardifs. Des choix tardifs de première ronde, ça devient souvent des gars maximum deuxième trio. Mais si tu le mets avec Bédard, ça se peut qu'il marche pareil. Peut-être. Mais tu sais, puis là, t'as Frank Nazar qui est super bon, mais c'est un centre. À part en avantage numérique, t'entoures pas Connor Bedard. Là, en ce moment, ces alliés de trio, c'est genre Ryan Donato puis Tyler Bertuzzi, là. Oh, je vais aller chercher Donato dans mon pool. Ben, pour vrai, oui, parce que c'est le seul qui va faire des points. L'année passée, c'était l'aubaine de la Ligue nationale, Ryan Donato, mais c'est parce que c'est pas supposé d'être l'aubaine de la Ligue nationale, là. Tu sais, il est pas dans sa chaise. Connor Bedard, c'est plate à dire parce que le gars, il est super talentueux. C'est un des gars qui aurait pu, puis il pourrait encore être, je le dis de même, c'est encore plus exagéré, au temple de la renommée un jour. Il a pas joué, là, il a pas joué assez. Ben non, mais il a le talent pour s'y rendre. C'est juste qu'il n'y a pas l'équipe qui l'entoure. Et là, non seulement il scrape le début de sa carrière, mais c'est la dernière année de son contrat de recrue dans la Ligue nationale. Fait que là, il va signer pour des gros dollars, mais il sera pas plus entouré. Ça va hypothéquer un peu la masse salariale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Tu sais, parce qu'en plus, mentalement, là, Connor Bedard va dire « Hey, aidez-moi. » on le voyait. Ben oui. On le voyait. Je me rappelle pas de l'avoir vu sourire. Non, c'est ça. Juste ça dérange son mental, mais ça dérange aussi sa constance. Ça dérange à quel point il veut s'entraîner sur la glace, à quel point il veut se défoncer pour une équipe qui veut pas, qui a pas l'air de vouloir se défoncer pour lui. Puis là, il va être obligé de signer avec les Blackhawks parce qu'il y a encore c'est un joueur autonome avec restriction. Ouais. Mais après ça, là, tu sais, il va sûrement s'en souvenir. Il va dire, les 3 premières années, vous m'avez fait suer, là, fait que ciao bye, je m'en vais à Montréal. Non? Passe pas. Luc Gélina, l'invité le plus chic de l'histoire des rois du sofa. J'ai même pas mis mon veston, je l'ai ôté en plus. Ben là, une chance, parce qu'on aurait eu l'air vraiment mal habillé. Quand je vais au Canadien, il faut que je me déguise en monsieur. Ça vient avec la définition de tâche. Tu te déguises en monsieur. Hey, Luc, il y a un livre qui est sorti depuis quelques jours à peine, ton plus récent ouvrage. Moi, ça m'intrigue. C'est quoi exactement? Parle-nous de ce livre-là. Ben, le titre, c'est Ngut. C'est un mot en Inuktitut, qui est le langage parlé par les Inuits du Nunavik, qui veut dire « celui qui joue au hockey ». Ça peut avoir plusieurs significations parce qu'ils ont moins de lettres que nous dans leur alphabet, mais ça veut entre autres dire ça. Ça peut être celui qui prend charge, celui qui est responsable, celui qui joue au hockey. Et ce projet-là a été pas mal long à mener à terme comparé à mes autres livres. C'était à la suite d'un coup de fil où on me demandait si j'étais intéressé à écrire la biographie de Joey Juneau, mais particulièrement son aventure dans le Grand Nord. Parce qu'après sa retraite, Joey a passé 11 ans au Nunavik. Un petit peu comme dans le film Coach Carter, à utiliser le hockey comme prétexte pour amener les jeunes à l'école. Et puis Joey, c'est un Blanc du Sud, évidemment, qui connaît rien de cette réalité-là à l'époque et qui s'en va là-bas, qui s'est investi là-bas, qui met plein d'énergie pendant 11 ans. Et à force de jaser, Joey et moi, pendant de longues journées, pendant la pandémie, on a donné la conclusion que la biographie du départ, en partant, on la faisait sous la forme de roman. OK. Mais là, au fil de nos conversations, il y a le nom d'un kid qui revenait souvent, Gary Joe. Là, Gary Joe, il a fait ci. Puis là, on est arrivé, Gary Joe, il a fait ça. Puis Gary Joe, c'est un beau modèle qui a fini par percer, qui a réussi à jouer Midget 3. Donc, on a pris tous les témoignages, toutes les histoires, les récits que m'a donné Joey Juneau. Je suis assis avec Gary Joe pour avoir vraiment sa perception à lui de Joey puis de ce que Joey racontait. On a pris des histoires à gauche, à droite. Ce qui est arrivé à Michel, ce qui est arrivé à Mathieu, mais dans le roman, ça se peut que ça arrive tout le temps à Gary Joe ou ses coéquipiers. Donc, c'est un roman, biographie, on classe ça comment? Oui, c'est un roman inspiré
de la vie de Joey Juneau, de l'aventure de Joey Juneau au Nunavik. Puis, tu sais, quand je dis qu'il a atteint le Midget 3, Gary Joe, qui s'appelle Akiki dans le roman, c'est lui qui a choisi le nom. C'est un nom que plusieurs hommes ont porté dans sa lignée, dans sa famille. Donc, Akiki atteint le Midget 3, mais c'est un miracle. Tu sais, ces kids-là vivent dans des villages où il n'y a aucun accès autre que l'avion. Donc, tu sais, pour te faire une blonde, il faut que tu prennes l'avion et tu changes de village. Si t'en trouves pas un dans le village. C'est des villages de 400 de population, à peu près. Tu sais, à l'époque où Joey est allé, ça joue entre 400 puis Coudjouac, qui est à peu près à 3000, qui est la capitale régionale. Puis Gary Joe, il n'y a aucun hockey organisé dans son village. Comme tous les autres villages. Tu joues au hockey en bottine, avec une balle. Tu joues au hockey, du hockey avec n'importe qui, des chums, des adultes parfois, sur l'étang, parce qu'il y a un petit lac là-bas, dans un aréna désuet, quand il est fonctionnel. Puis grâce au programme de Joey Juneau, il l'a non seulement rattaché à l'école, lui, puis d'autres, mais en plus, par son acharnement, Gary Joe, sa détermination, puis son talent aussi, il a réussi à jouer Midget 3 à Amos. Mettons que tu as une phrase pour inciter les gens à acheter le livre et à lire le livre, ça serait quoi? Une phrase, ce serait, en gros, si vous pensez que vous connaissez la réalité du peuple autochtone, les Inuits, qui sont au Nunavik, mais vous n'avez absolument aucune idée de c'est quoi leur réalité. Le hockey, puis la vie de Gary Joe, c'est un prétexte à démontrer l'impact incroyable qu'a eu Joey Juneau dans leur communauté, mais aussi c'est de démontrer à quel point leur vie est complètement différente de la nôtre, puis qu'on ne s'imaginerait pas, nous autres, vivre dans ces conditions-là. Mais pour eux, c'est le bonheur. Là. Toi, ta réalité, c'est suivre les Canadiens. Ouais. Ça commence là, les Canadiens. Il va se passer quoi? Ça va vraiment être emballant, je pense. Je me souviens pas, là. Claude Julien, Dominique Ducharme, Michel Terrien, avant ça, n'ont pas eu le privilège d'avoir une équipe comme ça où il y a des bons jeunes qui cognent à la porte, puis il y a une belle rivalité aussi à l'interne. Tu sais, si ça ne marche pas avec Lining, on peut essayer Zachary Bolduc. Si Slav, ça ne fonctionne pas, ça peut être Demidov. Il y a des pièces interchangeables. Tu sais, à la ligne bleue, ça va être la même affaire. Je trouve ça vraiment emballant, vraiment le fun. Moi, je suis né en 1997. Toi, tu as commencé en 89 RDS, là, 97. Ouais. C'est chiant quand il dit ça. Hein? Dis-toi que mon souvenir, mon plus vieux souvenir de hockey. Mon fils, d'ailleurs, là. Mon bébé a 26. Salut Pénélope. On est pas mal la même. On va avoir 26, là. Mais fait que tu vois, j'ai pas grandi dans les années glorieuses des Canadiens. Fait que ce qui s'en vient là en ce moment, serais-tu prêt à dire que je peux être emballé, mettons? Vraiment? Ce qui s'en vient pour une première fois, là, si on veut. Vraiment, honnêtement, j'adore ce que je vois. Tu sais, puis on parle même pas de... Bon, on en parle, en fait. On parle beaucoup de l'esprit d'équipe, là. La camaraderie. Au tournoi de golf des Canadiens, j'ai tiré ça, moi. Je suis revenu dans le stationnement pour me rappeler à quel point je suis pauvre en tournant ma Subaru. Hey, avec les autos là-bas, ça n'a pas de sens. Puis là, moi, j'étais comme une demi-heure en retard de tout le monde, là, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. Puis là, tout d'un coup, il arrive une quinzaine de joueurs en même temps. Je me dis, t'es où, eux autres? Et là, eux autres, ils sortaient pas de la douche. Là. Moi, j'étais tout bien lavé comme un petit monsieur propre. Ils avaient décidé ensemble de jouer des trous supplémentaires parce qu'ils ne s'étaient pas vus pendant la journée. J'ai jamais vu ça avant. Tu sais, la gang de chums qui ont passé du temps avec les autres quatuors corporatifs, bien, ils s'étaient dit, quand c'est fini, on se retrouve à tel trou, puis on gage, puis on va jouer 2-3 trous ensemble. C'est le fun, c'est juste une petite histoire, une petite anecdote. Mais ça illustre à quel point ils sont bien et qu'ils ont du fun ensemble. Une culture qui est vraiment tripante, là. Ouais. Comme tu dis, c'est une gang de chums qui jouent au hockey. Puis ça, c'est bon dans n'importe quoi. Tu sais, RDS, c'est ça aussi, je trouve, là, tu sais. Quand ça va bien, quand tout le monde s'aime puis qu'on a du fun, c'est bien plus facile de travailler puis de faire l'effort supplémentaire parce que tu es avec du monde que t'aimes puis tout le monde a le même but à la fin de la journée. Ah oui. Fait que tu sais, tes belles histoires, tes beaux souvenirs de Yann Boulis, là, tu peux les mettre de côté, là. Pour moi, les Canadiens, quand c'était bon, c'était avec Robert Lang puis Mike Camilleri. Fait que... Non, là, c'est vraiment... Puis on l'a vu aussi cet été, là, il y a beaucoup de joueurs qui sont restés, puis ils sont pas obligés de rester à Montréal. L'aîné, Demidov, Hudson... C'était l'été des mariages. Oui, aussi. Fait que moi, je vois ça, c'est ça, c'est la première fois. Puis je pense que ça envoie un beau message quand même dans la Ligue aussi. Les autres joueurs qui voient ça doivent se dire, OK, il est en train de se bâtir quelque chose d'intéressant à Montréal. Puis peut-être que là, ça peut devenir intéressant pour les joueurs autonomes éventuellement. Oui, surtout si tu cours après une coupe. Oui. Puis si le hockey, c'est ta priorité. Parce que il y en a qui aiment ça jouer dans l'anonymat. Puis une année, Guy Carbonneau m'avait dit quelque chose dans le temps. Je pense qu'il jouait à Dallas.
Puis j'avais parlé de ça, la pression, puis tout. Puis il m'avait dit, toi, là, quand t'es un vrai, là, tu veux être exposé. Ouais. Un joueur de hockey, c'est ça. Un journaliste, c'est pareil. Il dit, toi, là, si tu faisais des reportages, puis qu'il y avait 30 personnes qui les voyaient, peut-être que tu serais certains soirs un peu moins professionnel que si tu as des grosses cotes d'écoute. Peut-être que tu serais aussi professionnel, mais moins motivé. Si tu n'es pas un vrai, puis tu n'as pas confiance, puis que tu es peut-être ordinaire, tu bien mieux aller à 30 personnes de cote d'écoute. Mais un joueur de hockey, c'est pareil. Un vrai, ça veut aller dans un gros marché, ça veut faire face à la pression. Puis ça, j'ai jamais oublié ça, ce que Carbeau m'avait dit. C'est une belle comparaison. Ça explique pourquoi Dobson est venu, entre autres. Pourquoi il a choisi de venir ici. L'aîné qui a décidé de venir aussi, ici, l'année passée. Oui. Des beaux moments, je pense que ça en vient. Vraiment pas, là. On jase avec, on voit que... Tu sais, maintenant, ce qu'il dit, il faut qu'il le transporte sur la patinoire. Il semble vraiment sincère, puis il semble vraiment dans un bon état d'esprit. D'ailleurs, il a adoré la ville de Montréal. Il nous l'a dit, là, au début du camp d'entraînement, la première journée, il a dit « J'ai passé un été magnifique, on a adoré Montréal. Par contre, il y a ben trop de trafic. » Ça, on est tous d'accord avec lui. Il y en a plus qu'ailleurs? Toi, tu as fait plusieurs villes à travers la Ligue nationale, là? Ben, mettons, comparativement à, je sais pas, Vancouver, c'est une grosse ville pareille. Oui, non, Los Angeles, mon comparable n'est pas bon parce que quand on arrive, on s'installe toujours à un hôtel qui est près de celui de l'équipe, quand c'est pas celui de l'équipe et qui est pas loin de l'aréna. Fait que tu n'as pas viroyé tout partout dans les villes. Sur 31 villes, il doit y en avoir 25 que je vais à l'aréna à pied en marchant. Ouais, à pied en marchant, ça. Parce que, il me semble que ça se ressemble, ces mots-là. Grim. Fait que là, tu t'attends une belle année cette année. Pour toi, là, personnellement, en tant qu'homme, en tant que journaliste, ça va être le fun? Oui, ça va être le fun. Mais tu sais, quand ils perdent, pour nous autres, c'est correct. L'important, c'est d'avoir des histoires. Tu sais, mettons que ça fait 5 victoires de suite, pas de blessés, pas de changement à la formation, les mêmes trios, les mêmes duos. Là, t'arrives, on va parler de quoi aujourd'hui? C'est plus facile quand ça en fait 4 de suite qui perdent. Parce que là, le coach change ses trios, il sort un gars, il en rentre un autre. Mais c'est bien plus le fun quand ils gagnent dans le vestiaire. Les gars sont souriants, sont plus accessibles. Tu sais, après 6 défaites de suite, tu rentres dans le vestiaire, là, Cole Caulfield, il parle pas fort. Non, effectivement. Mais strictement pour la job, ça change rien. Moi, ce qui fait ma journée, c'est quand je fais comme « Ah, OK, là, je m'en vais en onde aujourd'hui au 5 à 7 à Sport 30. J'ai de quoi leur apprendre, j'ai de quoi leur dire, à leur raconter. » Des fois, c'est comme « Bon, ouf, on va se trouver un sujet aujourd'hui. » On gratte les fonds de tiroir. Ouais. Ben, Mais avec ce club-là, ça arrive pas souvent. Ils nous donnent souvent du bon stock. La job est plus le fun quand ils gagnent, je me dis. Ben oui. Ouais, c'est ça. Ben plus fun. Fait que les 3-4 dernières années, c'était peut-être un peu moins motivant, mais là, c'est avec ce qui s'en En fait, vient. depuis que Marc Bergevin est parti, c'est beaucoup plus fun. Parce que on reste des êtres humains. Puis avant, on nous regardait puis on nous traitait comme l'ennemi, là, comme un mal nécessaire. Tu sais, c'est ça, là. Puis c'était correct. Puis Marc Bergevin, c'est pas mon ami, ça sera jamais mon ami. Puis le soir, je me couche pas en me disant « Hey, c'est plate, moi puis Marc, on n'est pas de chum. » Tu sais, mais la façon dont tu te faisais regarder comme un détritus à tous les jours. Puis là, après, c'est contagieux, ça, là. Là, maintenant, toute l'ambiance est toute changée complètement, tu sais. Parce qu'on, peu importe, là, on est là pour faire une job, nous autres, là, puis on n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues, contrairement à des fois à ce que des partisans pensent. Nous autres, on rapporte la nouvelle, tu sais. S'il n'y a pas de nouvelles, comme je te dis, là, on est plus dans le feature. Un joueur qui on essaie de trouver une bonne séquence ou une mauvaise séquence, des fois, tu sais, mais en termes de plaisir, depuis que Kent Hughes est arrivé, puis j'aurais dû m'en douter parce que Kent Hughes, il venait d'être nommé DG. On était à la réunion des DG en Floride. Puis Éric Leblanc, notre chum du RDS.ca, lui a posé à son scrum, on était 4-5 médias avec lui, on n'était pas beaucoup, lui a dit « Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage quand tu vas quitter ce job-là? » C'est quand même une question assez touchée à poser en partant. Là, moi, j'étais comme... Pendant qu'il posait la question, j'étais à côté, le bras tiré avec mon micro, puis je me disais « Mais là, Éric, il vient d'arriver. Ça fait 1 mois et demi, laisse-y le temps. » C'est un blague, je me disais vraiment ça. J'étais comme, bien bizarre. Mais la réponse, c'est la meilleure question du point de presse. Parce que la réponse de Kent Hughes, puis il a pris 2-3 secondes pour y réfléchir, puis il a dit laissez une place où les gens sont comme une famille, où tout le monde arrive pour avoir du plaisir d'être ensemble, puis du bonheur dans le travail. Je veux vraiment qu'on soit une famille. Puis, nous autres, on n'est pas dans la famille, mais on est le gentil voisin qui fait bébé. Avant, c'était le gentil voisin que quand il arrive, ben, tu éteins les lumières, tu fermes les stores, tu fais semblant que tu l'as pas vu.
C'est vrai de ça. Méchante différence. Méchante culture aussi qui a changé, là. C'est fort, ça. Ouais, complètement. Nouvelle insolite. Je sais même pas de quoi tu vas nous parler. Je te parle de la retraite d'une sœur. Sœur. Une sœur comme à l'église, là. OK, une religieuse. Dans la là? religieuse. OK. là. Ouais, ouais. La retraite de la sœur Jean, Sister Jean, qui a été connue en 2018 lors du March Madness. Parce OK. qu'elle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est ministre et aumônière de Loyola Chicago. Donc, Peux-tu leur dire 2-3 fois de suite? Non. Et elle prend sa retraite à la vénérable âge de 106 ans. 106 ans? 106 ans. Et elle sa retraite à 106 ans? Et elle s'est fait connaître justement lors du March Madness, du parcours du March Madness, parce qu'elle était sur les abords du terrain dans sa chaise roulante, puis elle donnait des points aux joueurs qui passaient. Elle avait 99 ans, genre, dans ce En temps-là, 2018, à peu près. ouais, exactement. Puis c'est ça, là, elle a décidé de prendre sa retraite parce qu'elle est inapte à continuer. Donc, Ben c'est oui. le président de l'université qui a annoncé ça dans le journal de l'université, qu'elle tirait sa révérence, mais parce qu'il y a certains ennuis de santé. Ben là, elle a 106 ans, là. c'est normal. On s'entend que c'est un peu normal, mais elle va continuer de prier pour eux. Ben, c'est au moins ça. Ben oui. Non, mais ça veut- là, elle est religieuse, elle est Oui. sœur. Oui. Elle prend sa retraite, mais elle va continuer de prier. Fait Oui. qu'elle prend pas sa retraite. Eh ben, elle prend sa retraite comme aumônière Ah, de ok. l'université. Donc, mais oui, elle va continuer de prier pour l'université Loyola Chicago. J'aime ton accent. C'était foulé à la langue, je pense. Oui. Je l'ai vu, là. Oui, oui. Ça a fait mal. Hey, moi, je te parle de Sean Alexander. Tu te souviens-tu? Oui, du running oui, back des oui. Seahawks dans le Oui, temps. absolument. Il Ça, était très bon, lui. Ah, il était incroyable. C'est lui qui détenait le record de toucher avant le Daniel Tomlinson, je Ouais. pense, ou quelque chose du genre. Puis je me rappelle parce qu'il jouait souvent contre les Cards, puis que j'haïssais Sean Alexander. Même Mais- division. Oui, mais Sean Alexander et sa femme sera enceinte pour la 14e fois. Oh! 14. 14! 14. Chapeau. Oui, bravo. Tu sais, moi, je le ferais pas. Non, moi non plus. 2 enfants, pour moi, c'est bien correct, bien Ben, normal. S'il y en a surtout qui en que ont c'est plus. pas toi qui c'est- les as portés, là. C'est leur choix. Ben, en plus aussi. Mais tu sais, c'est leur choix, pas de problème. Mais les 14 enfants, je vais dire leur nom. Ben, il y en a un, malheureusement, qui est décédé. Ah ouais? Leur nom, c'est Heaven Alexander, Trinity Alexander, Eden, Joseph, Justus, Temple, Honor, Jedediah, Torah Alexander, c'est malheureusement l'enfant qui est décédé. Eternity, Hosanna, Hope et Judea. Puis là, il va en avoir une... Ça va pas mal encore dans la religion, je trouve. Ça va dans la religion, ça va dans les noms historiques, bibliques, de ce que je peux comprendre. Mais ce que je trouve quand même le fun, c'est qu'ils font ça ensemble. Ils sont deux, lui et sa femme. C'est pas comme, mettons, Tyreek Hill, qui, non. ton préféré. Tyreek Hill, qui a à peu près 150 000 enfants avec 150 000 personnes. Ouais, c'est ça. Ou, souviens-tu de, comment il s'appelait? Antonio Cromartie. OK, oui, je me souviens de son nom, mais je... Cornerback dans la Ouais, NFL. Je pense qu'il y en avait 12 ou 13 avec 12 ou 13 personnes différentes. Puis, oui, nouvelle insolite, je sais pas si vous le saviez, mais il a joué pour les Cardinals d'Arizona. Il a fini sa carrière là, je pense, ou avant-dernière année, parce qu'il était obligé de jouer pour payer les pensions alimentaires. S'il jouait pas, il avait pas assez d'argent pour payer toutes les pensions alimentaires qu'il avait. Mais Sean Alexander et sa femme font ça ensemble, projet de couple, projet de vie. Ben, Bravo, chapeau à eux, pour vrai, Ouais. là, parce que c'est du sport quand même. 14, 13, enfants. 13, 14, là, ça commence Ben, à faire... il va avoir son équipe de football. Oui, puis il y a même des spares. Moi, je t'amène au mont Everest. OK. Parce que tu m'as Allons-y. déjà parlé de Sherpa Ouais. par le passé. Ben, il y a un exploit qui a été inédit dans le mont Everest. Il y a un Polonais qui a monté le mont Everest sans oxygène supplémentaire. Donc, souvent... pas de bonbonne, rien. Pas de bonbonne, rien. Mais là où l'exploit est incroyable, c'est qu'il a redescendu en ski. Il a monté non. avec ses skis Ben oui. le mont Everest. Il a fait 16 heures sur des gros plateaux et tout. Il a Et- pas monté ça d'une shot, tu peux pas. Je pense non, qu'on non, non, t'arrête, non. là. Mais après ça, il est redescendu en ski. Puis, tu sais, les gens doivent se demander tu sais, comment tu redescends Il a ça en passé ski. où? Ben ouais, c'est ça. Ben, il y a son frère qui pilotait un drone pour le guider. Fait que, ouais. C'est la première fois que ça arrivait. Tu sais, il y a 200 personnes qui ont gravi l'Everest sans oxygène supplémentaire. Il y en a 6000 qui l'ont fait avec de l'oxygène, mais c'est le premier à redescendre l'Everest en ski. Et on s'entend que c'est hyper dangereux. Ben, là. mais ça.
Juste la pression, ça saute dans ton corps, l'air aussi, les poumons. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est pas la première fois qu'il essayait l'expérience. C'est la 3e fois qu'il l'essayait. Puis c'est la première fois qu'il a réussi. Mais c'est la 3e fois qu'il essayait l'expérience de descendre ça en ski. Puis là, il l'a fait. Ben, félicitations. Un chapeau. Bravo. Chapeau. Hey, je l'ai pas mentionné. Il s'appelle Andrzej Bargiel. C'est un skieur polonais. Bravo, Andrzej. 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 Ça ressemble au Andrzej Palat, le joueur de hockey. Moi, je ramène tout au hockey, c'est ça. Oh. Hey, mais je ramène pas au hockey, je ramène à la pêche. Moi, j'aime ça, des histoires de pêche. Ben oui. Ouais, il y a Cliff Chamberlain, un pêcheur de l'État de New York, qui, au début du mois de septembre, a pêché un saumon rose, un beau saumon rose, de 6 livres et 1 once. 6,1 livres. Fait que tu fais comme, OK, c'est à peu près grand de même, là, j'imagine. Mais ça, c'était un record de l'État de New York. Fait que là, il a fait, ben moi, je veux être le recordman, fait qu'il a envoyé des photos, des affaires, tout ça, aux officiels qui s'occupent des records de pêche. Je sais pas c'est quoi leur titre exact. Le record Guinness de pêche. Ouais, les gens qui s'occupent du record de pêche de l'État de New York. Puis là, il a appelé, puis ils ont reçu ça. Il a fait, bravo, tu sais, puis ils ont dit félicitations, t'as le record, effectivement. Là, il attendait. Il s'est dit, ben, je vais avoir mon petit certificat par la poste, quelque chose. Puis ils l'ont appelé, ils ont fait, c'est pas un record. Pourquoi? Non. Parce que ils ont fait du ménage dans Paperasse. Puis ils se sont rendus compte que le record avait été fait en 1984, puis c'était genre 4 livres et quelques. Là. Mais depuis 1984, il n'y avait personne qui avait soumis un poisson dans cette catégorie-là, du saumon rose. Fait que là, ils se sont dit, il n'y a plus personne qui s'occupe de cette sorte-là, fait qu'on flush le record. Fait que là, ils ont dit au gars, peut-être que tu as un record, mais on peut pas l'homologuer parce qu'il y a peut-être quelqu'un depuis 1984 qui en a pêché un plus gros puis il nous a juste pas appelé. Ben oui, ben là... Je sais que c'est niaiseux. Imagine si, mettons, des gens disent « Hey, Wayne Gretzky, ça fait 50 000 ans que personne n'a fait autant de points que lui. » Ben, on enlève le record. Ça n'a pas de sens. C'est niaiseux. Fait que là, le pauvre Cliff Chamberlain, c'est pas le recordman, c'est le recordman non officiel. Mais en plus, les gens qui s'occupent des records de poissons de l'État de New York ont flushé plein d'autres catégories de poissons. Là. Ils ont fait du ménage. Ils ont dit ça, non, ça, c'est plus, non, ça, non, ça, non. Fait que tu peux pêcher un poisson puis être le plus gros poisson de l'histoire que tu pognes. Puis ils vont dire non, c'est pas un record big. Moi, toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je m'occupe des records des poissons dans l'État de New York. J'ai rien fait depuis 1984. Le film est incroyable! La catégorie favorite de Michel. Regarde du sofa. Que vas-tu regarder, mon Mike? La saison passée, tu sais, j'arrivais des fois avec des émissions un peu plus obscures dans la grille horaire d'RDS, des super bonnes émissions, mais que on entend un peu moins parler. Puis je trouvais ça le fun d'amener ces émissions-là. Et là, j'ai cherché pour la semaine qui s'en vient. Puis tu sais, il y a tellement de stock à RDS là, que il y a tellement de sport, il y a tellement de choses en direct qui arrivent. Je me dis, je vais prendre une petite pause pour ces émissions-là. Tu fais bien. Je vais arriver les prochaines semaines, ça c'est sûr. Mais tellement d'affaires. Là, on est dans le crunch. Là. Il y a quasiment tous les sports qui arrivent en même temps. Dont samedi, le 4 octobre, sénateur contre Canadien. J'ai hâte de voir ça parce que là, on va avoir des réponses. Là. C'est un match où on va pouvoir savoir enfin qui va jouer avec qui parce que là, le camp va être fini presque. On va savoir qu'est-ce qui s'en vient. Pas mal de monde qui ont déjà été retranchés. Oui, effectivement. Mais là, ça va être juste du tweakage. Puis tu sais, depuis le début des matchs pré-saison, on voit, mettons, un match que t'as l'aîné avec Dak puis Demidov. Okay? L'autre match après, t'as Suzuki, Slav puis Cole. Là, je me dis, j'ai hâte de les voir ensemble, toute la gang, là. Tu sais, voir ça va être quoi, parce que, tu sais, ils ont perdu contre l'équipe W des Maple Leafs. Puis après ça, ils ont gagné contre l'équipe B des Maple Leafs, AB. Fait que je me dis, c'est quoi les Canadiens? Puis là, on risque de le voir un peu plus. C'est quoi le vrai visage? Quel est le vrai visage du tricolore? La réponse, samedi à RDS. C'est ça, samedi 4 octobre à RDS. Toi, tu regardes quoi? De mon bord, dimanche, là, m'a être scotché sur mon sofa parce que c'est le football, un dimanche de football. On vient d'en vivre un dimanche de football parce que la NFL est en Europe. Donc, qui dit match en Europe, dit match de bonne heure. Oui. 9h25 à RDS 2, il y aura le match Vikings contre Browns au Tottenham Hotspurs. Oh, ben oui. Ben oui. Hein? Un gros stade, ça. Un très beau stade. Puis c'est toujours le fun, les matchs en Europe, parce que les partisans sont vraiment dedans. Sinon, dès 12h55, Broncos contre Eagles. C'est tout excellent shotgun, match. c'est tout un après l'autre. Tout un après l'autre. Celui-là est à RDS, par exemple. Le premier est à RDS 2. Le deuxième est à RDS. Le troisième à 16h. À RDS encore. Commanders contre Chargers. Ça, c'est un match Benjamin Saint-Just qui affronte son ancienne équipe. Ben oui! Et
finalement, le match du dimanche soir à RDS, encore à 20h, Patriotes contre Bills. Donc, un gros dimanche de football. Fait que là, de genre 9h25 le matin jusqu'à 11h30 le soir. Je me mets un petit pot à côté de mon divan pour faire pipi. un abreuvoir, un petit pot. Un intermédiaire entre l'abreuvoir et le petit pot. Et voilà. Ben, je vais te laisser tranquille dimanche. D'accord. J'irai pas chez vous. J'irai pas Non, chez vous. c'est correct. Hey, fait que c'est le premier épisode Ouais. des Rois du Sofa de cette saison qui se termine. Oui, oui. Finito. Finito. On vous encourage, comme l'année passée, à commenter nos vidéos courtes, à commenter notre vidéo YouTube pour dites-nous vos réactions exagérées parce que ça nous inspire souvent. On va prendre votre réaction, on va la défendre ou on va la détruire. Ou la tweaker. Ou la tweaker. On va voir. Puis on remercie aussi Luc Ben d'être oui. venu avec son livre. Procurez-vous son livre déjà, qui est déjà en librairie. Ouais. Donc, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Peut-être avec Mathieu Bédard. On verra si on est, si on un se de nous frappe deux, si nous deux se fait mal, Mathieu Bédard va être là.